Alors, l'exposé précédent s'est terminé en montrant qu'il était nécessaire de purifier nos désirs pour pouvoir faire l'expérience d'une réalité supérieure. Mais avant d'aborder cet aspect, nous allons essayer de voir, de connaître et ainsi de comprendre comment notre conscience est emprisonnée, ou plutôt conditionnée, semble-t-il, dans un circuit dégénératif, conditionnement qui a pour seul but l'autoconservation. Tout à l'heure, nous nous sommes efforcés d'approcher la réalité de la conscience sur une base conceptuelle. Nous allons maintenant l'incarner dans une réalité anatomique, physiologique et psychologique, plus terre à terre. Nous avons vu que si la conscience utilisait le vecteur de force subtile pour se manifester, elle avait néanmoins besoin du cerveau comme substrat physique. Nous allons poursuivre par un rappel anatomique du cerveau indispensable si nous voulons bien saisir, bien comprendre toutes les notions qui vont vous être présentées. Vous voyez ici une diapo que vous ne devez absolument pas mémoriser. C'est simplement pour que vous compreniez l'importance, l'étendue. Quand on parle de cerveau, en réalité on parle aussi des systèmes nerveux, et quand on parle des systèmes nerveux, justement, il n'est pas que le cerveau, c'est un filet immense qui pénètre tout le corps. Le cerveau a des ramifications, comme les racines d'un arbre, on pourrait dire, et qui baignent pratiquement tout notre tissu. Alors, mais à part ça, oubliez-le, parce que c'est vraiment assez compliqué. Nous allons nous centrer sur le cerveau que nous avons choisi de diviser en 3 parties selon leur apparition dans le temps, c'est-à-dire temps au niveau des espèces. Vous voyez ici, mettons un grand, les troncs cérébrales et le cervelet. Je vais le marquer comme ça. Ah oui, c'est très bien. Ces 2 structures forment le... Oh là là, je vais aller trop loin. Forment les cerveaux reptiliens, donc qui est apparu avec les reptiles, on dit bien. C'est le cerveau de l'action-réaction, le cerveau de la survie. Oh, là, tu sautes un peu beaucoup. On verra après les exemples. C'est le cerveau aussi qui régule les fonctions vitales. Dormir, manger, boire, la reproduction ou l'activité sexuelle, ou encore le marquage du territoire. Vous connaissez certainement parmi vos amis certains que quand vous les invitez, ils sont assis toujours à la même place dans le restaurant ou chez vous. C'est un marquage du territoire. C'est des gens qui font exactement le même parcours chaque fois qu'ils vont quelque part. C'est des gens qui fonctionnent surtout sur la base du cerveau reptilien qui leur procure une sécurité. C'est pas grave, mais c'est comme ça. Voilà. Puis, dans une couleur verdâtre, on peut dire, au gris-vert, nous avons le cerveau limbique. Limbique mammifère, qui est apparu avec les mammifères, ou aussi des émotions. Émotions et sentiments. C'est le cerveau où se génère l'affectivité et d'en assurer leur maîtrise. Ils mémorisent les comportements agréables ou désagréables. Les reptiliens, c'est action-réaction, survie, c'est-à-dire danger, pas danger, pour résumer. L'autre, c'est agréable, désagréable. Vous verrez qu'il y a quand même une petite différence. Dans le cerveau limbique, celui des émotions, il est très difficile d'y apporter une modification. C'est pour ça qu'en général, quand il y a quelque chose qui nous met en colère, ça se répète tout le temps. Ça se répète tout le temps et ça va tellement vite qu'on n'a pas
toujours le temps de réagir et modifier nos comportements. Mais ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. Hein. Et nos émotions, il faut différencier des sentiments, nos émotions s'expriment sans notre contrôle. C'est-à-dire, nous avons la tachycardie, dans le cœur qui va très vite, la sudation, les poils hérissés, douleur, crampes à l'estomac, frissons, mal de tête. Hein, vous connaissez tous ces types d'émotions qu'on a, hélas, tous ressentis à maintes reprises. Le cerveau limbique a des connexions avec les deux autres cerveaux. On va parler tout à l'heure du troisième cerveau, enfin partie du cerveau, le cortex, le néocortex. Et par exemple, si une expérience éveille un blocage, un sentiment de méfiance désagréable activera le cerveau reptilien et nos capacités de raisonnement, d'acquisition, d'apprentissage seront fortement diminuées. On a tous connu l'exemple typique d'un enfant à l'école et leur maîtresse ou maître. Hein. Si tout d'un coup l'enfant a peur de son maître ou sa maîtresse, ça va énormément bloquer ou diminuer ses capacités d'apprentissage. La peur bloque. Il fallait voir tout à l'heure. Au contraire, si l'expérience est agréable, c'est le néocortex qui est stimulé et l'apprentissage se fait plus rapidement. On connaît tous, chez Proust, c'est le goût de la madeleine qui lui rappelle Tante Léonie, ou chez Chateaubriand, c'est les gazouillements d'une grive dans le bois qui lui rappellent les domaines paternels et la tristesse des Combourgs. Vous voyez toute l'association entre émotions et sentiments. Le néocortex, qui est à peu près jaune, hein, on peut dire ça c'est un jaune, est situé dans, chaque fois, les cerveaux sont situés une couche plus haute. Hein. Les reptiliens, c'est le premier, donc c'est plus caché. Les limbiques au-dessus et le néocortex encore au-dessus du limbique. Il comprend le 80% de la totalité de la matière cérébrale. Et en comparaison, ce petit détail, si on prenait que le néocortex d'un rat, et on l'aplatit, on a à peu près la surface d'un timbre-poste. Hein, si on prend le néocortex d'un tigre, on a la surface, le tigre est à peu près la même taille de crâne que l'être humain, un bon tigre, un adulte. Si on l'aplatit, on a la surface d'une chaise, hein, à peu près. Et l'être humain, avec à peu près la même taille qu'un tigre, si on l'écrase, tout plat, on a la taille d'une nappe, d'une table moyenne. Vous voyez que l'être humain a développé énormément son néocortex. Hein. Alors, ce qui est vraiment nouveau, j'allais dire chez l'homme, mais non, chez les scientifiques qui ont découvert que chez l'homme, le néocortex, c'est l'étendue et les structures qui s'y rattachent. Le nouveau cerveau présente aussi une plasticité et une souplesse inconnues aux structures archaïques. C'est-à-dire, les neurones qui composent les néocerveaux, les néocortex, peuvent modifier les connexions, disons, par une sorte de... On peut donner des ordres, hein, mais ce n'est pas si simple, mais ça peut changer, hein, ou suite à un choc, ou suite à beaucoup de choses. On a dit que le cerveau limbique est très difficile à modifier. Dieu merci, les néocortex, c'est des cerveaux raisonnables, c'est des cerveaux par lesquels nous avons conscience d'être conscients, de nous reconnaître. Il est flexible, il est plastique. Il peut se sculpter différemment. Voilà. Au niveau des connexions neuronales, évidemment, on n'aura pas un cerveau ovale ou ça. Il est le siège de notre pensée logique et rationnelle, de nos raisonnements. C'est l'endroit où le cerveau
fait l'intelligence, où nos neurones se connectent chaque fois que nous comprenons quelque chose, comme par exemple, j'espère maintenant. Pour maîtriser une situation, il est capable d'inhiber le cerveau reptilien et limbique. Ainsi, il nous permettra d'exprimer nos instincts avec politesse. Il sublime la fuite dans le retrait ou dans le rêve et l'agressivité dans la combativité ou dans l'affirmation de soi. Mais attention, malgré le fait qu'il soit imaginatif et capable d'anticipation, il présente aussi une fragilité, car il dépend de ses jugements qui sont toujours, il ne faut pas oublier, ces jugements sont toujours relatifs et parfois erronés. De là, vous avez tous entendu certainement, lors d'un processus judiciaire qui se passe 4, 5 ans, 6 ans plus tard, sauf si la personne a été enregistrée, filmée et qu'on repasse son premier témoignage, le cerveau ne peut pas garder exactement les souvenirs d'il y a 6 ans en arrière, sauf des cas très exceptionnels. Aussi, sous stress, le néocortex ne fonctionne pas correctement, il analyse mal, hésite, ne participe pas. Là, peut-être on peut passer, et si le stress est trop important, ce sont les autres deux cerveaux qui entrent en fonction. On peut passer l'autre. Ici, on a fait un petit exemple que vous voyez. Voilà, ça, c'est le cerveau reptilien. Un Rottweiler, vous avez deux possibilités. Enfin, peut-être même plus, mais soit vous courez, si vous êtes capable de courir plus que les chiens, ça c'est à voir, mais c'est la fuite. Soit vous considérez que vous êtes un Superman ou Superwoman et vous attaquez, mais il faut vraiment être bien outillé. Ça, moi je pense que si vous avez une pâte de jambon, c'est beaucoup plus efficace, mais malheureusement on n'a pas toujours cette pâte sous la main. Donc, regardez ce qui se passe au niveau du cerveau. La personne est paniquée. Et qu'est-ce qui passe quand on a une peur très grande? On est paralysé. Vous vous rappelez certainement les films d'horreur, les monstres, comment on l'appelle? C'est pas La Belle et la Bête, mais enfin, un de ces films où la fille va être agressée et tout le monde dit mais cours, mais cours, mais cours, et on voit la belle fille qui est là, paralysée, sans rien faire. Au fond, c'est pas qu'elle est bête, c'est qu'elle ne peut pas. Parce qu'un stress très important provoque une telle sécrétion d'adrénaline qui, quand c'est trop important, au lieu de nous aider à courir ou à donner des coups de poing, par exemple, il reste tellement contracté que nous avons la sensation d'être entièrement paralysés. Voilà, ça c'est les cerveaux limbiques. Et puis, les cerveaux, voilà, les néocortex. Ça c'est la possibilité. Bon, on peut essayer de parler très doucement au chien, peut-être de lui chanter une petite chanson, s'il vous plaît. Comme ici, nous venons de la Suisse, très bucolique, donc peut-être un petit bouquet de fleurs, ou comme ici à Nice aujourd'hui, si jamais on peut apporter des fleurs. Ça sont déjà des raisonnements, d'essayer de trouver des solutions que le cerveau, les néocortex, peut nous apporter. La collaboration de ces trois cerveaux n'est pas toujours parfaite et leur coordination manque ainsi d'efficacité et de cohérence. Alors, nous avons dit que le cerveau limbique est la partie du cerveau associée aux émotions et à la réponse mémorielle. C'est aussi le centre de traitement d'informations provenant de tous les organes des sens spécifiques à la boîte crânienne. On va se centrer surtout au cerveau limbique. Vous verrez pourquoi. Parce que nous parlons de la prison de sens. Et les sens sont surtout en relation au cerveau limbique. Indirectement, mais sont les émotions qui vont être
plus manifestée, plus rapidement manifestée chez l'être humain. Le cerveau limbique possède la quantité la plus importante des sites de fixation de neurotransmetteurs de tous les cerveaux. Alors, là, je parle déjà un gros mot, hein, les neurotransmetteurs, mais ne vous affolez pas, on va définir. Les neurones de cette zone peuvent fabriquer, envoyer et recevoir chacun de ces neurotransmetteurs connus à ce jour, environ 60, bien qu'on pense qu'il en existe autour des 300, mais on en connaît 200. Vous voyez ici, bon, ça c'est une neurone. C'est pour que vous voyez que c'est vraiment très complexe et que entre les axones, il y a énormément d'échanges de toutes ces substances qu'on va expliquer. Les neurotransmetteurs, les neuropeptides, les neurohormones, tous des gros mots, hein, des mots que ça nous impressionne, mais qu'est-ce que sont ces substances? Ça sont des substances chimiques fabriquées par l'organisme et qui permettent aux cellules nerveuses de transmettre l'influx nerveux entre neurones ou une autre variété de cellules de l'organisme. Pas seulement entre les neurones, et c'est ça qui est très important de comprendre, qu'elles vont aussi être présentes dans tous les échanges, dans une grande partie des échanges cellulaires, au niveau des muscles, des glandes, partout. Hein, et elles constituent, toutes ces substances, le langage du système nerveux. Hein, sont en réalité des substances, entre guillemets, langage. C'est notre langage entre les cellules. C'est basé sur toutes ces substances. Sur le plan physiologique, il est très important de comprendre la relation qui existe entre le système nerveux, entre le système hormonal et entre le système immunitaire, tous les trois clés de voûte de notre identité. On ne va pas développer, rassurez-vous maintenant, tous ces liens. Simplement, il faut savoir quelque chose qu'il y a quelques années, quand j'étais à la faculté, on ne parlait absolument pas du tout de ça. Déjà, le système immunitaire était dans les langes, hein, c'était les nouveau-nés, on en parlait très très peu. Mais maintenant, on a compris que tous ces trois systèmes, ils sont extrêmement liés entre eux et qui forment vraiment notre identité. On a tous un système immunitaire, comme ça, hein, version courte, complètement différent l'un de l'autre. Donc c'est une sorte de carte d'identité. Examinons quelque peu le point de jonction entre ces trois systèmes pour définir le rôle joué par les émotions et les croyances. Des travaux de recherche tendent à démontrer que chaque pensée et chaque émotion provoquent des transformations chimiques et électriques mesurables dans le cerveau et par tout le corps. Ça, c'est vraiment relativement nouveau. Maintenant, ça fait déjà quelques années, mais c'est encore nouveau au niveau du grand public, pas au niveau scientifique, mais on ne nous dit pas ça toujours à la radio ou à la télévision. Donc, chaque pensée et chaque émotion, c'est très important, hein, provoque des transformations chimiques et électriques qui sont mesurables, pas seulement dans les cerveaux, mais aussi dans tous les corps. Une réaction émotionnelle tend à se concentrer dans le cerveau limbique qui va transférer le message aux glandes endocrines, l'hypophyse, surrénale, thyroïde, grâce à tous ces neurotransmetteurs ou neuropeptides. Et nous verrons que les émotions réprimées et emmagasinées dans le corps constituent une partie très importante de notre conditionnement psychique, pour ne pas dire de notre emprisonnement émotionnel. Vous avez peut-être certainement connu parfois des gens qui se font masser le dos et par des gens professionnels et qui sont surprises de pleurer. Ça leur provoque des crises, des pleurs et ils ne comprennent pas pourquoi quand on me masse le dos, je pleure.
mais on a tous entendu cette expression de porter sur le dos. On porte vraiment sur le dos beaucoup des émotions refoulées, réprimées, ça dépend. Mais notre corps emmagasine tout ceci. Comment cela se passe-t-il plus concrètement? Nous sommes devant un nouveau paradigme scientifique. Nous savons que presque toutes les cellules du corps possèdent des milliers de récepteurs qui captent les signaux qui proviennent de leur environnement. Chaque signal provient de ce qu'on appelle en langage scientifique les ligands et qui sont constitués justement par ces neurotransmetteurs, neuropeptides, neurohormones. Ce sont des substances informatives, des langages informatifs. Elles proviennent du cerveau, des intestins. Vous savez qu'on parle aussi des intestins comme le deuxième cerveau. Pour certains, c'est même le premier. Mais il y a aussi des cœurs, des organes sexuels. On peut dire que presque tous les corps fabriquent plus ou moins des substances. Et ces substances, on les appelle d'une manière générale des ligands parce qu'elles forment les langages qui portent l'information entre les différentes cellules et les différents organes. Ça veut dire que quand on a un problème, tout le corps est informé immédiatement. Vous verrez tout à l'heure. Ces ligands transportent les 98 de toutes les informations entre le corps et le cerveau, et c'est seulement 2% de la communication qui a lieu à l'intérieur du cerveau par les synapses entre les neurones. Vous voyez, c'est vraiment très peu. C'est 2% où tout se passe dans le cerveau, 98% dans tout le restant du corps. Et il y a environ 200 peptides, ça c'est un petit détail, connus, et chacun émet une gamme émotionnelle complexe. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut avoir fabriquer la béatitude, la colère, la détente, l'apaisement de la douleur. En concret, apaisement de la douleur, mais on donne la morphine et perfusion de morphine et vous avez plus de douleur et vous avez une détente, pas mal d'ailleurs. Et voilà, on vous donne de l'adrénaline, on peut fabriquer un meurtrier, disons à des doses correctes pour ne pas provoquer un arrêt cardiaque, évidemment, mais on peut fabriquer quelqu'un de très agressif. Si on vous faisait une perfusion de la sérotonine, vous savez que les antidépresseurs actuels modernes sont des inhibiteurs de la recaptation de sérotonine, donc ça fait augmenter la sérotonine, et comme ça on est moins triste. Mais si on nous faisait une perfusion de sérotonine, une overdose, nous pourrions atteindre un état, disons, faussement, mais un état bouddhique, le nirvana, on se sentirait l'état de béatitude. Donc, quoi, vous voyez qu'on est fait malgré tout de chimie. Dans le temps, on apprenait que tous ces ligands, toutes ces substances, agissaient comme une clé qui s'insère dans la seule et unique serrure qui possédait la cellule. C'est-à-dire, on disait telle substance, tel récepteur. Mais ces notions ont changé. Et on parle maintenant d'une attraction vibratoire entre la substance et le récepteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, on s'est rendu compte que la cellule a plusieurs récepteurs, qu'il y a des substances qui arrivent dans les voisinages. Ces substances ont une capacité vibratoire, un état vibratoire, et le récepteur va se mettre aussi à vibrer selon les substances qu'il y a autour, de manière qu'ils puissent se rencontrer. Et ça, c'est nouveau. Et c'est très important parce que ça veut dire que ces récepteurs s'agitent et changent constamment des configurations. Cela crée une vibration qui résonne avec les ligands, qui a la même fréquence, et ils se mettent à vibrer ensemble et on peut dire qu'ils s'accouplent.
Ce phénomène est très important. D'une part, parce que ce n'est pas un fait isolé, ce n'est pas seulement une cellule qui vit d'une manière, hein, c'est toute une région. Et toute cette région va provoquer que tout un groupe de cellules se met en résonance cellulaire et qui va provoquer une force d'attraction très puissante. Exemple, vous connaissez tous dans un orchestre que le premier violon fait vibrer, je crois que c'est le sol, là, ou le la, je ne me souviens plus. Pourquoi? Pour provoquer que tous les autres instruments de cordes se mettent exactement sur la même résonance, la même état vibratoire, et qui s'accordent tous. Ou, c'est-à-dire qu'ils se mettent en synchronisation, dans un état de synchronisation. Ou, vous connaissez aussi, peut-être certains, les pendules. Si vous laissez dans une pièce plusieurs pendules à différents états vibratoires, fréquences, dans un certain nombre d'heures, vous rentrez et vous verrez que tous les pendules sont synchronisés. C'est un phénomène physique qui est comme ça. C'est à cause de tout cet état vibratoire qui provoque un champ magnétique et qui vont toutes se synchroniser. Et la synchronisation des vibrations finissent par atteindre ce que nous appelons un état de cohérence, qui fait que tout oscille dans la même fréquence. On entend beaucoup parler maintenant de la cohérence cardiaque, mais au fond, c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? Les émotions, et ça c'est déjà quelque chose de moins scientifique, et qu'on peut essayer de retenir, les émotions influencent les molécules qui à leur tour déterminent ce que nous ressentons. Ce qui veut dire que notre corps physique peut être transformé par les émotions que nous ressentons. Et ça, c'est très important. Parce qu'on entend souvent dire, j'ai aussi dit ça, je ne peux pas changer. Si je vais mettre un collègue, ça va tellement vite, hein, certaines réactions, je ne peux pas changer. Mais en réalité, on peut changer. C'est difficile. C'est tout un parcours du combattant, mais on peut changer. Et vous verrez comment on peut changer. Et cela nous permet de comprendre l'adage, pour certains très connus, qui dit tel état de conscience, tel état du son, et tel état du son, tel état de conscience. Pourquoi? Parce que si nous sommes en colère, nous allons fabriquer de l'adrénaline, de la dopamine, toute une quantité de substances qui sont agressives et qui vont influencer ce que nous ressentons, et ce que nous ressentons va influencer ce que nous pensons. C'est pour ça, on dit aussi, en tout cas dans ma consultation, parfois je dis à mes patients quand ils sont déprimés et qui viennent et me disent « Non, moi je quitte ma femme, mon mari, le travail », je dis toujours « Attendez à prendre tel type de décision, attendez que vous irez mieux et peut-être vous allez voir les choses autrement. » Parce que le moment où on est soumis à de telles émotions, dans ces cas négatifs, on n'est pas neutre, on n'est pas vraiment dans un état, chimiquement parlant, pour prendre certaines décisions. C'est là aussi, les peptides de l'émotion affectent directement ce que nous pensons et vice-versa. Les seuils, ça c'est important, les seuils d'excitabilité des cellules cérébrales sont très différents d'un individu à l'autre, selon que tel ou tel récepteur est occupé par tel ou tel neurotransmetteur, drogue, etc. Drogue, je ne vais pas dire simplement héroïne, cocaïne, je vais dire aussi certains médicaments qui sont presque comme des drogues. Ces différences d'excitabilité des cellules cérébrales sont souvent la cause des disputes dans un couple. Par exemple, je vous... Version courte. Vous voyez, dans un foyer, au salon, le monsieur rentre du travail, fatigué, épuisé, il s'affale sur le fauteuil, regarde la télévision, il se met dans un état un peu hébété,
la télévision comme ça, et madame est restée toute la journée à s'occuper, aller chercher les enfants, faire ça, les nettoyages, la voisine, les robinets qui ne marchent pas, enfin, elle est dans un état plutôt nerveuse, bavarde, parce que les marées communiquaient, échangeaient, et voilà. Je crois qu'on a tous parfois vécu ça, je ne vais pas développer, mais à ces moments-là, ne dites pas ma femme ne me supporte pas ou mon mari ne me supporte pas. À partir de maintenant, vous devez dire nous sommes, chéris, nous sommes dans un monde électrochimique incompatible. Que s'il n'est pas modulé, peut causer des sérieux problèmes. Mais c'est vrai, c'est pas nécessairement un problème de tempérament ou de différence, c'est que l'homme, il est, disons, ses récepteurs sont inondés dans certains types de ligands, des substances, et l'autre d'une autre. Alors, évidemment, c'est impossible à ce moment-là de communiquer facilement. Donc, il faut peut-être laisser un temps, trouver des solutions. Ces substances, ces ligands, on avance, ne vous inquiétez pas, est-ce que ça va, vous comprenez, vous tenez le coup, parce que c'est beaucoup de notions, sont à la fois ondes et particules, comme la lumière. Ce sont des substances physiques, parce qu'on appelle mesurables dans les corps, l'adrénaline, la sérotonine, les hormones X, Y, donc c'est vraiment matériel. Mais on vient de dire qu'elles ont tous un état vibratoire aussi, donc c'est aussi onde. Et on dit parfois, on n'est pas sur la même longueur d'onde, comme on vient de dire avant. Cela nous renvoie, quand on parle de ondes et particules, ou matière et particules, pardon, matière et ondes, nous renvoie à la physique quantique. Figurez-vous, tout d'un coup, on prend conscience que la physique quantique n'est pas quelque chose qui se passe en dehors de nous, mais à l'intérieur de nous. Et ça, c'est pas rien. Parce que nous pouvons dire que le corps humain est capable de transformations instantanées de nature quantique. Changements qui peuvent être stabilisés par de nouveaux états de conscience lorsqu'ils sont maintenus. Et ça c'est pas rien. Ça, c'est quelque chose à retenir et à réfléchir. Je vais le redire. Nous pouvons dire que le corps humain est capable de transformations instantanées de nature quantique, changements qui peuvent être stabilisés par des nouveaux états de conscience lorsqu'ils sont maintenus. Donc, quand nous changeons notre état de conscience, il y a des changements de nature quantique qui vont s'opérer à l'intérieur de nous. C'est pas rien ça. Ça nous fait réfléchir. Quand les ligands se relient au récepteur, une charge électrique est émise chaque fois et modifiée par les mouvements de va-et-vient du flux ionique, de manière à former un champ électrique. Il y a tout un courant des substances, chacune avec une charge électrique, donc va provoquer une charge électrique. En conséquence, les nombreux récepteurs qui se trouvent dans la membrane cellulaire vont former aussi un champ électrique et un état vibratoire déterminé qui va se transmettre dans tout le corps. Et quand nous parlons d'état électrique, nous parlons aussi d'état électromagnétique. Quand on dit dans l'enseignement universel que nous avons un champ magnétique, de toute façon, maintenant, même scientifiquement, est déjà mesuré. On a tous un champ magnétique. C'est vrai, on a un champ électromagnétique, parce qu'on a un champ électrique et ça provoque forcément un champ magnétique. Mais il y a un problème, un petit problème, qui n'est pas un, mais il faut qu'on en parle. Comment la transmission de l'information est-elle possible à cette vitesse? Parce que normalement, dans notre corps, il devrait y avoir différents états vibratoires selon les différents groupes de cellules, tissus et organes. Si je viens
ici, excusez-moi madame, je vous écrase ici un orteil, vous allez tout de suite dire aïe. Même s'il a une distance, depuis le petit orteil, hein, je vais viser le petit orteil, mais elle ne va pas attendre même 3 ou 5 secondes. La douleur est instantanée. Tout son corps est informé qu'il y a quelqu'un, un intrus, un incruste, qui vient et qui lui écrase son orteil. Alors, comment expliquer cela? Cela nous amène à comparer le corps à une sorte de cylindre de cristal liquide sous tension. Là, on entre déjà dans l'ordre physique, qui est capable de vibrer à de nombreuses fréquences. Donc, vous voyez des cristaux liquides, on a les ordinateurs, tous les écrans maintenant, des télévisions. Donc, c'est vraiment comme, on peut dire, un liquide, entre guillemets, ce qui fait que quand une vibration est dans un endroit, c'est immédiatement diffusé à l'instant. Mais pour qu'il puisse y avoir ces cylindres de cristaux liquides dans notre corps, il faut quand même une matrice. Autrement, on aurait, disons, les cristaux liquides qui sortiraient un peu partout. Il nous faut quand même quelque chose. Quel est le tissu qui est le plus répandu dans tous les corps? Mais ce n'est pas difficile, c'est le tissu conjonctif. Le tissu conjonctif fait partie des pratiquement de tous nos organes. Les os, le sang, ces tissus conjonctifs liquides. La plupart de nos tissus sont, la plupart, je ne vais pas faire maintenant un cours d'anatomie, mais sachez que on est baigné des tissus conjonctifs. Et quelle propriété il a ce tissu conjonctif? C'est que une grande partie de ce tissu possède des fibres de collagène. Le collagène qu'avec l'âge, nous les perdons. C'est pour ça qu'on s'affaisse. Mais, donc, ça, ces fibres par lesquelles on est parcouru tout le corps, maintiennent ces structures cylindriques, parce qu'on est un cylindre quelque part, des cristals liquides sous tension. Alors, ça forme un réseau de communication à haute vitesse, qui fonctionne sur un mode synchrone, qui pénètre toutes nos cellules comme un filet hautement malléable. En effet, cette matrice agit comme un semi-conducteur capable de conduire l'activité électrique de l'organisme. Nous pouvons dire alors que tout changement de l'état physiologique s'accompagne d'un changement de l'état émotionnel. Quand vous êtes malade, vous n'êtes pas de pareille humeur. Les médecins en général sont de mauvaise humeur parce qu'ils n'aiment pas du tout être malades. C'est de l'expérience là. S'accompagne d'un changement de l'état émotionnel, conscient ou inconscient. On ne fait pas exprès. On ne fait pas exprès, même si c'est facile, il ne faut pas exprès. Mais il y a tout un changement, il y a un changement physique, il y a un changement des neurones, de tout, des neuropeptides, donc ça fait un changement qui peut être inconscient. Et inversement, tout changement de l'état émotionnel produira un changement de l'état physiologique. Vous savez que si vous êtes en colère, vous allez sentir certainement que le cœur bat beaucoup plus vite. L'endroit où la psyché et le corps se rencontrent est le cerveau limbique, comme parlait, le cerveau des émotions et des sentiments, qui est le lieu du cerveau où il y a la collection la plus dense des récepteurs et qui par ailleurs est étroitement lié au néocortex. Ainsi, nous pouvons dire que par le biais de notre état émotionnel, regardez bien, nos convictions les plus intimes, nos croyances les plus enracinées, celles qui structurent inconsciemment notre expérience et notre comportement, sont dépendants du cerveau limbique, au cerveau émotionnel, qui centralise toutes les informations qui viennent de l'organisme tout entier. Regardez, notre état émotionnel va conditionner pratiquement une grande partie de notre vie.
de ce que nous pensons, de ce que nous croyons et de ce que nous allons faire. C'est pas rien. Il faut prendre conscience de ça. C'est pour ça qu'en Orient, il y a tous les courants bouddhiques ils essaient d'atteindre les nirvana. C'est quoi qu'est-ce qu'ils font pour atteindre les nirvana? Essayer, neutraliser, pas bloquer, neutraliser tout l'état émotionnel. Il n'y a pas de miracle. C'est pas possible. Faire autrement. Ils sont, je pense, plus à l'avance que nous à ce niveau-là. Mais alors, on peut dire, sommes-nous à ce point conditionnés par notre état émotionnel, qu'il soit conscient ou inconscient, au point de devoir nous débattre dans un état astral qui enracine notre psyché dans la répétition incessante des mêmes difficultés, de nos mêmes défauts? Vous allez nous dire, oui, sans doute, mais notre raison peut nous libérer. La maîtrise de nos émotions est possible. Certes, tout est possible par l'éducation qui amène souvent à des refoulements ou à des frustrations, par des techniques de relaxation, par une visualisation positive de la situation et la maîtrise des processus physiologiques, yoga, sophrologie, les psychothérapies, par une rationalisation ou par une sublimation de nos émotions, soit par l'art, la recherche scientifique ou le travail, qui maintiendra l'intellect occupé, distrait par d'autres tâches. Ce qui n'est pas mauvais, ce n'est pas une critique. Parfois c'est nécessaire et c'est fort utile. Donc il faut faire toujours la part des choses. Il y a des gens qui suivent une psychothérapie parce que ils pourraient énormément souffrir ou faire souffrir les autres. Donc c'est une chance qu'on dispose des thérapeutes qui aident l'humanité quand elles sont à ces niveaux-là de besoin d'aide. Si nous ne réussissons pas, malgré toutes ces techniques, parfois on ne réussit pas, alors qu'est-ce qui arrive? Ou sans ces techniques, des gens qui ne font rien et qui ont besoin d'aide, nous risquons de tomber dans des névroses, d'angoisse, des dépressifs, ou obsessionnels, ou voire même avec des autres types de psychoses plus graves. Y a-t-il donc une voie libératrice possible? Existe-t-il un moyen de sortir de l'emprisonnement des mécanismes biologiques qui font de nous des machines réactives, quelque part, nécessitant de construire des systèmes défensifs qui finissent par se graver littéralement dans notre psyché et dans notre corps, ne nous laissant en fait que peu d'espace pour laisser se manifester une autre source d'énergie? Il s'agit ici d'un point très important. Nous avons vu tout à l'heure l'importance du système limbique, celui qui gère nos affects et comment très souvent, en association avec le cerveau reptilien, il court-circuite toute velléité du néocortex de pouvoir prendre librement une décision qui ne soit pas conditionnée par des réflexes de défense ou autodéfense. Tous ces processus allant dans le sens de l'autoconservation. Donc ça, c'est normal. L'être humain, il est comme ça, on est fabriqué comme ça, et on sera toujours comme ça. Et ce n'est pas quelque chose de mauvais ni de critiquable. C'est comme si, je dirais, les moutons, ils ne réagissent pas bien. Non, on réagit comme on doit et comme on peut réagir. Simplement qu'il y a parfois des moments où on aimerait sortir de ces circuits un peu qui est enfermant. Cet enfermement s'inscrit jusque dans notre sang, encapsule notre psyché sur le plan astral de cette nature. Nous avons pu constater que notre conscience est conditionnée par notre état émotionnel et notre état émotionnel est prisonnier de nos pensées. Mais nos pensées, par quoi sont-elles conditionnées? C'est sans doute par nos désirs, conscients et souvent inconscients, mais bien présents. Tous ces circuits représentent un fonctionnement métabolique cristallisant, car nos pensées
malgré le fait qu'elles puissent prendre des apparences très différentes, sont répétitives, périodiques et empoisonnantes, car nos désirs restent fondamentalement les mêmes. Parfois, on peut envoyer les choses un peu différemment, ou on peut se faire une raison, parce qu'il y a l'âge, et on ne peut pas faire toujours les mêmes choses, et il y a les circonstances de la vie, mais à l'intérieur de nos tripes, il y a toujours cette trace de ces désirs qu'on avait, qui, même s'ils ne sont pas exprimés d'une manière aussi puissante, mais restent là, peut-être un peu endormis, mais ils sont là. Dans l'enseignement universel, nous retrouvons exactement ce que la science vient de nous démontrer. Nous sommes prisonniers de nos désirs, qui conditionnent nos pensées et par conséquent nos émotions et nos réactions. Les problèmes de tout cheminement spirituel, c'est que nous restons trop réactifs la plupart de notre vie et de notre vie quotidienne. Nous réagissons au quart de tout. On est tout de suite blessé parce qu'on a tout un souvenir des choses qui nous font réagir. On a eu tous, plus ou moins, selon l'âge et les conditions, des traumatismes, des blessures, des souffrances, des pertes. Donc, nous restons très réactifs. L'enseignement universel nous apprend que le centre de nos désirs primaires est situé dans le sanctuaire du bassin. Quand on dit les tripes, vous avez ceux qui ont eu des enfants, souvent quand ils ont peur, ils ne peuvent pas toujours, ça dépend de l'âge, exprimer j'ai peur, maman, mais j'ai mal au ventre. Mal au ventre, c'est souvent la peur au ventre. On a tous plus ou moins vécu ça. Et vous savez qu'il y a aussi des sièges, le centre du bassin se trouve toute la partie de la colonne sacrée où c'est aussi un siège de nos expériences passées. Vous noterez réellement que le bulbe rachidien, on n'a pas trop parlé pour pas trop vous inonder des notions un peu trop difficiles, mais le bulbe rachidien qui fait partie du cerveau reptilien a lieu une transmission d'informations vers le cœur. Et que le cœur lui-même, on le sait actuellement depuis déjà quelques années, sécrète 2 neurohormones qui sont en relation avec l'hormone antidiurétique sécrétée par la neurohypophyse. On va revenir plus tard. C'est simplement pour voir que dans l'enseignement universel, dans certains enseignements, dans l'enseignement universel, plus ou moins explicite, nous montre que les centres du bassin, les cœurs et la tête sont 3 centres très importants pour faire tout, où se passent les processus initiatiques et qui sont reliés entre eux. Ça, il y a quelques années, moi-même, quand j'étais à la faculté, on ne connaissait pas tous ces types de liens, surtout du cœur au niveau de la neurohypophyse, ou du thymus au niveau aussi de la neurohypophyse, par des interleukines. Tous sont des découvertes récentes, mais qui ne font que corroborer que le savoir, je veux dire, intuitif, spirituel des grands maîtres de l'histoire était basé, sans qu'ils les sachent peut-être encore, sur des substrats matériels réels. Ce n'est pas simplement virtuel. Il y a des voies, des choses qui communiquent dans nos différents organes, qui font possible ces processus du type transfiguristique, c'est-à-dire qu'on transmute certaines choses. Et ça, on va venir. Par analogie, donc, nous pouvons comparer le cœur avec le cerveau limbique au cerveau des émotions et des sentiments. Et voilà, en résumé, vous voyez comme tête, cœur et bassin sont unis, mais le cœur occupe la position centrale. Nous pouvons résumer ceci par telle sentence, c'est-à-dire tel état de conscience, tel état de vie, tel état de vie, tel état de son.
on voit que c'est, même scientifiquement, on peut le dire, choses qui ont été dites simplement par un savoir intérieur qui venait du cœur et qui était en liaison avec des autres forces d'autre nature. Tout à l'heure, dans la conférence précédente, il a été dit, il y a une barrière structurelle que l'homme devra dépasser. Nous pouvons dire que dans la vie d'un chercheur, il arrive un moment où se manifeste ce que nous pouvons appeler un point de rupture. Que voulons-nous dire par cela? Il peut arriver dans la vie d'un être humain ce qu'on peut appeler les moments cruciaux. Ces moments est le point dans la vie d'un homme ou d'une femme où un cri de détresse s'est fait entendre du plus profond de son âme. Il ne s'agit pas d'un grand malheur qui peut arriver à tout instant dans cette vie ou du désespoir que nous pouvons éprouver par la perte d'un être cher. Il s'agit d'un appel pressant à l'intérieur de nous-mêmes qui nous fait comprendre à un instant la vacuité de ce monde, l'illusion de ce monde, le néant de ce monde. Ça, c'est dans un moment crucial d'un être humain. Ça ne veut pas dire que les autres êtres humains qui ne vivent pas cet appel de l'intérieur d'eux-mêmes, ils ne puissent pas jouir du monde tel comme ils connaissent. Ce n'est pas une critique de la vie de tous les jours, c'est simplement, on décrit deux états de l'être humain qui font qu'à un moment donné, on ne peut pas se contenter de grandir, de croître, de se reproduire, d'aller au cinéma, au théâtre. Il y a des gens que ça leur contacte et c'est tout à fait, ça leur contente, ça leur suffit et c'est tout à fait respectable. Mais il y a d'autres que cela ne suffit pas. Et aujourd'hui, nous nous adressons aux gens dont cela ne suffit pas. Tout en respectant, je répète, à tous les autres. À cet instant, où le cœur est réceptif à une nouvelle force, une nouvelle énergie d'une autre nature va activer un noyau d'atomes qui se trouve dans les ventricules droits du cœur et que nous appelons, enfin on peut l'appeler de différentes manières, soit atome étincelle d'esprit en Occident, les lotus en Orient, le diamant, je crois chez les soufis, peu importe, c'est vraiment une semence d'esprit, de notre nature. Cette énergie, une fois libérée, parce qu'il y a un attouchement d'une énergie de notre nature, va circuler, va dynamiser toutes les structures qui sont déjà présentes dans notre organisme pour permettre à un nouveau processus de s'enclencher. Elle touchera d'abord le thymus, qui produira une hormone chargée de cette nouvelle énergie. Quand j'étais à la faculté, on nous disait que le thymus est un organe qui, à partir de 5 ans, 6 ans, s'atrophiait. Maintenant, on sait qu'il fabrique entre hormones et neuropeptides, etc., à peu près entre 9 et 11. Ils ne sont pas toujours d'accord. Vous voyez comme on change beaucoup. Dieu merci. Mais on s'approche chaque fois de ce que l'enseignement universel nous a donné comme enseignement à toute l'humanité. Cette hormone sera versée dans la circulation sanguine et arrivera au cerveau. Nous voilà au cerveau, jusqu'à l'adéno-hypophyse. L'hypophyse, on va le voir tout à l'heure, il y a deux lobules, un qui est postérieur et l'autre qui est devant. C'est l'adéno-hypophyse, où la possibilité d'une voie libératrice va pouvoir être initiée. Ce processus demandera aussi la participation de la glande pinéalo-épiphyse, qui joue un rôle
centrale. On parle de hypophyse pituitaire ou épiphyse ou pinéale. Ce sont deux noms qu'ils ont chacune. Nous verrons lors de la prochaine conférence l'importance de ces deux structures, le rôle qu'ils jouent dans les processus libérateurs. Processus, on répète, qui doit impérativement commencer par la purification du cœur. Ça, on le dit, tous les enseignements universels, soit dans l'Orient, soit dans l'Occident, commencent toujours par la purification du cœur. Ce qui nous ramène dans et réaliser que nous ne connaissons que trop bien, où toutes les images cristallisées doivent être dissoutes par le feu du renouvellement, c'est-à-dire par des forces, des énergies venant d'une autre nature. Force est de constater que le maintien de notre identité s'est fait par un combat incessant au cours duquel nous cherchons à maintenir notre intégrité. C'est un processus inhérent à notre nature. L'ego, le moi, cherche tout naturellement, toujours l'autoconservation. Vous pouvez regarder, même quand il y a une dispute, on essaye toujours d'avoir raison. On se dispute pourquoi? Parce que chacun veut avoir raison. Et pourquoi on veut avoir raison? Parce que ce que nous pensons ou croyons nous rassure. Tout notre système de croyances est basé sur des petites choses qui font que nous avons besoin d'avoir raison. Autrement, ça ne se passe pas trop bien. Mais si nous ne pouvons pas dépasser les lois physiques et chimiques de cette nature sans dommage, la possibilité de s'en libérer existe et les structures organiques nécessaires sont mises à notre disposition pour pouvoir, au moment crucial, recevoir, intégrer et rayonner cette énergie vibratoire de nature spirituelle dont nous avons déjà parlé. Nous pouvons dire aussi la vie spirituelle est l'expression d'une énergie dans laquelle l'ego n'existe pas. Ça, c'est difficile. Elle est caractérisée par la fluidité d'une énergie d'une autre nature qui se transforme continuellement dans un tout recevoir, tout abandonner, afin de tout renouveler. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, vous harcelez de beaucoup de choses qui ne sont pas nécessairement dans... Quand on est en incompatibilité électrochimique, on peut s'harmoniser vibratoirement. Ah oui, bien sûr. Par exemple, est-ce qu'on peut chanter un petit couplet et puis ça nous rend disponible? Ça serait génial. Ça, oui, vraiment. C'est ça. Il faut trouver une action, une activité commune que les deux puissent effectivement s'harmoniser. Chanter, c'est vraiment une très belle solution. C'est une très belle solution. Donc, enfin, ce qu'on a entendu quand même avant. Mais c'est excellent. Il ne faut pas chanter trop fort. Dans le cadre du couple, oui, oui. Ça peut trouver un couplet à chanter ensemble. Oui, mais justement, je dis, il ne faut pas vouloir chanter plus fort que l'autre. Il faudrait instituer des règles de fonctionnement. Exactement. Pour accepter que ce serait un préalable à la discussion. C'est très bien. Comme ça. Ou parfois, c'est aussi bien quitter la pièce, un tout petit moment, et c'est comme si on rebobine le film, on efface. On recommence, on se salue, bonjour, comment vas-tu, comme si rien n'était passé avant. Ce sont des possibilités. Chacun doit chercher ce qui est dans ses moyens. Vous avez tout compris? Ça, c'est bien. Ce qui est important, c'est de comprendre que
notre état émotionnel va conditionner notre état de conscience. Et notre état de conscience va conditionner notre état émotionnel. Mais moi j'avais une question à vous poser. Vous avez parlé de, donc, effectivement, notre état émotionnel touche notre corps. Vous avez parlé de glandes, glandes pinéales, pituitaires. Oui. Voilà. Mais ces glandes sont importantes au niveau de mais ça va venir. Ça va venir. Ah, ça va venir. Un petit moment de répit. Voilà, d'accord. C'est pas pour moi, mais pour vous, parce que vous allez sortir avec une tête, mais ça sédimente. Mais je veux dire, ce fait-là vient d'être... enfin, je veux dire que l'être humain, au niveau de notre recherche, ce lien justement entre ces glandes et puis donc notre état émotionnel, il a été mis en évidence depuis quand à peu près? Est-ce que ce sont des recherches récentes? Oui. Parce que, voilà. Ça va faire... c'est-à-dire qu'il y a eu, à ma connaissance, attention, la doctoresse Candace Burrs, aux États-Unis, qu'elle a écrit les peptides de l'émotion. C'est-à-dire, elle a compris, ou elle a mis en relation tous les récepteurs opiacés et différents états émotionnels, etc. Et elle a fait des grandes recherches. D'ailleurs, je me suis un tout petit peu, enfin pas mal, basée sur la recherche de cette dame, cette docteure en biologie, je crois, qu'elle a été même proposée pour un prix Nobel, mais vous savez qu'en général, les femmes, on passe un peu après les messieurs vis-à-vis des prix Nobel. Scientifiquement parlant. D'accord. Ça fait depuis quelques années. Une quinzaine d'années. Peut-être moins. Les premiers peut-être 12. Ah oui, peut-être. Oui, le temps passe, oui. 15 années. Oui. Ça a été prouvé. Oui, tout ce que j'ai dit, c'est prouvé scientifiquement. J'ai rien inventé. Hein. Non, je ne dis pas ça, je ne me permets pas. Non, je veux dire, oui. C'est les travaux des autres, c'est pas mon imagination exubérante. Quand on se désincarne, Oui. donc on quitte le corps. Oui. Quand on meurt. Quand on meurt. Ah non. Ah non, quand on est vivant. Quand on quitte le corps. D'accord. Quand on se désincarne, on n'est plus là. Du corps. Ça vient de quoi? Ça dépend. Ouais. Ça dépend si c'est involontaire ou volontaire. Involontaire. Quand c'est involontaire, bon. Ça veut dire qu'il n'y a pas un lien, parce que vous avez que les corps subtils sont composés de différents états vibratoires. Normalement, les corps inférieurs, ça veut dire les deux aspects du corps éthérique les plus grossiers, ça veut dire, en ce qui concerne l'état chimique et l'état vital, restent près du corps, même quand vous vous endormez, et même quand vous vous décorporez. Mais parfois, le lien, pour des raisons, on peut dire karmiques, eh bien, est moins fort entre cette partie du corps subtil et le corps physique. Ce qui fait qu'il est possible à certaines personnes de faire cette expérience, tout d'un coup, eh bien, on peut dire de sortir de leur corps, simplement. Mais c'est très différent évidemment de la mort, puisqu'il y a une corde d'argent qui relie ces corps subtils au corps physique. J'ai eu une fille qui lui arrivait cette expérience depuis l'âge de 3-4 ans jusqu'à 18-19 ans. Et elle me disait toujours qu'elle passait des nuits très pénibles parce qu'elle avait peur et qu'elle était là en train de me disait j'attrape mon corps qui ne part pas. Mais bon, après c'est passé, je ne sais pas. Mais je pense que c'est quelque chose de karmique. Mais voilà. Mais elle ne faisait pas du tout volontaire en tout cas. Dans tous les cas, l'expérience est extraordinaire. Peut-être ça dépend de l'âge. En tout cas, elle n'avait pas envie, elle avait peur. Ah oui, non, mais C'était un enfant. je ne vais pas le renouveler parce que donc on est décentré. Ouais, c'est ça. Mais c'est une expérience divine. Vous n'avez plus froid, vous n'avez plus chaud, vous n'avez... Vous avez plus faim? C'est génial. Non, rien.
C'est extraordinaire. Mais bon. Vous avez dit que deux cellules distantes, non distantes, Mais mais qui auraient été appareillées, qui aurait été Appareillé. Oui. ou appareillées, pouvaient recevoir la même information au même moment. Qu'est-ce qu'on considérait être deux cellules appareillées? Non, deux atomes. Deux atomes qui auraient été groupés puis divisés ou qui auraient... Oui, dans lesquels c'est-à-dire que l'on fait des expériences en physique. On fait des expériences en physique qui permettent, disons, ce genre de résultats. Physique quantique. En physique quantique, naturellement. Donc, ils l'ont fait dans différents laboratoires. Ça veut dire qu'on peut très bien informer et ensuite séparer deux atomes. Ah, d'accord. Voilà. Ce qui fait qu'effectivement, on s'aperçoit, quelle que soit la distance, même à des années-lumière, on est capable de voir comment réagit le deuxième atome. Si par exemple, on le mesure avec les spins, justement. Par exemple, on fait l'expérience sur un atome, on le fait tourner dans un sens, automatiquement, l'autre tourne dans l'autre sens. Mais réagit immédiatement. Ça veut dire que même à la vitesse de la lumière, on ne peut pas l'expliquer. On a fait aussi avec des photons. Ils savaient donc deux photons qui étaient jumeaux, disons. Hein. Et ils les ont mis à des longues distances, comme ça, et on sait que les deux ne peuvent pas manifester, je dis ça de manière très peu scientifique, mais pour comprendre, hein, ils ne peuvent pas manifester la même couleur. Si un il est rouge et l'autre bleu, mais ils ne peuvent pas être les deux rouges ou les deux bleus. Donc on fait partir un photon très éloigné, et on reste avec un, et il est rouge, l'autre il est bleu. Et c'est rouge, on imprime une énergie, quand on le rend bleu, on fait que ça se manifeste la couleur bleue, et on constate immédiatement que l'autre il manifeste le rouge. C'est de la magie. C'est de la magie, oui. Ouais, c'est comme on s'est rendu compte. Moi, c'est grâce à ces notions que j'ai pu comprendre les magnétiseurs, surtout les magnétiseurs à distance. Bon, évidemment, je viens quand même d'un esprit un peu cartésien, hein, la faculté de médecine, bien que je me suis quand même beaucoup améliorée. Mais disons, la formation, c'était cartésienne. Et moi, déjà, les magnétiseurs, bon, ok, d'accord, le magnétisme, j'accepte. Mais là, à distance, je me suis dit, ça c'est l'arnaque pour certains gens, parce que qu'est-ce qu'on va faire à distance? Quelle preuve il y a? Mais quand on étudie le premier chapitre, parce que je n'arrive pas plus, le premier chapitre de la physique quantique, quand on dit que l'observateur peut modifier le comportement des particules, et que si on cherche une particule ici, elle se trouve ici, mais que si on la cherche là, on la trouve là. Donc c'est l'observateur qui intervient, qui va modifier. Là, vous commencez à comprendre beaucoup de choses que dans l'histoire, on a dit magiques. Hein, aussi des peuples indigènes de l'Australie, des choses qui font des choses bizarres, hein, qui faisaient venir la pluie. Je me suis toujours dit, bon, ça c'est dans les films, hein, ça tombe toujours très bien, la fenêtre comme ça. Mais au fond, il y a des bases scientifiques sur ça, sur ce type de phénomène. C'est une question de mise en résonance. Oui, qu'on a encore trop peur de dire à haute voix. Hein. Ça implique un lien à ce que vous appelez le milieu. Les milieux? Le champ unifié, oui. Le champ unifié. Oui, mais c'est-à-dire que beaucoup de physiciens aujourd'hui, parlent justement de ce champ unifié comme étant le champ matriciel, disons, qui contient l'information. On parle aujourd'hui d'un monde, disons, d'un univers holographique. Ça veut dire que, effectivement, tout existe déjà. Et nous ne faisons qu'extraire par résonance une information qui existe à l'état potentiel. Hein. C'est pour ça que quand Rosemary parlait d'ondes et de particules, pourquoi est-ce qu'une particule peut se trouver là si on la cherche là et là si on la cherche là? Parce qu'avant qu'elle se manifeste, la particule, elle se trouve à l'état ondulatoire. Ça veut dire qu'elle se trouve partout. Une onde, elle est partout. Et au moment où vous cherchez la particule, en physique, on appelle ça, disons, l'effondrement de la fonction d'onde. Ça veut dire que tous les états dans lesquels la particule pourrait se trouver, tout d'un coup s'effondrent pour n'en faire manifester qu'un seul. C'est-à-dire que vous la cherchez là,
elle est là. Vous la cherchez là, elle est là. Alors, tout à l'heure aussi, Rosemary, c'était important, elle parlait de phénomènes quantiques à l'échelle macroscopique. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement nouveau. Ça veut dire qu'on a toujours cru que la physique quantique, eh bien, ne pouvait répondre que de phénomènes, disons, élémentaires, c'est-à-dire au niveau des particules élémentaires, mais ce n'est pas vrai. La physique quantique explique aussi les phénomènes macroscopiques. Parce que ce qui se forme dans le corps, au moment où l'information arrive dans le corps et que le corps réagit, il forme instantanément, disons, des molécules. Et on ne peut pas expliquer. Ça veut dire que les éléments qui constituent la molécule sont là, l'hydrogène, l'oxygène, etc. Mais la configuration spatiale de la molécule, elle n'est pas présente. Tout d'un coup, elle apparaît. C'est pour ça qu'on parle d'états vibratoires, disons, qui permettent par la synchronicité de former, disons, un champ d'information instantané. De façon instantanée, grâce à la fréquence, eh bien, les molécules apparaissent. C'est quelque chose d'extraordinaire. Selon l'évocation de l'observateur. Pardon? Selon l'évocation de l'observateur. Voilà. Au moment, par exemple, où vous vous mettez en colère, où vous recevez une impression, alors même pas seulement en colère, au moment où vous recevez une impression, cette impression, elle va avoir une action, disons, physiologique, instantanée sur tout le corps. C'est-à-dire que vous allez commencer à vibrer. Hein. Alors, tout à l'heure, quand on a parlé de la prise en décence, quand Rosemary a parlé de la prise en décence, c'est forcément pour signifier eh bien, que nous sommes prisonniers, disons, non seulement de notre état émotionnel, et aussi, évidemment, en liaison avec ça, de nos croyances. Quelque chose, disons, que nous avons, dont nous avons fait l'expérience, mais auquel nous nous sommes identifiés, ce qui est très différent. Quelque chose que nous avons construit. Est-ce que vous pensez qu'on passera le mur de Planck comme on a passé le mur du son? Il y en a qui le passent, oui, tout le temps. En fait, le seuil d'observation de ce vide où jaillit ces nouvelles particules, il peut être abaissé, peut-être comme... Non, il ne peut pas être abaissé. Non, il ne peut pas être abaissé, parce que ça, ce sont des lois naturelles. C'est nous qui pouvons élever nos fréquences et passer à travers. Au moment où la conscience, elle passe sur le plan éthérique, ben, elle passe derrière, disons, le mur de Planck. Parce qu'à ce moment-là, les illuminés ou les entités qui font l'expérience de l'omniconscience, par exemple, oui, ah pardon, eh bien justement, passent derrière, parce qu'ils sont dans une dimension, dans une quatrième dimension. Ils passent derrière en conscience. La nature, elle reste identique à elle-même. Hein. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez définir pour les théoriciens ce qu'est la physique quantique et le mur de Planck? C'est une discussion qui est déjà précieuse. Oui, alors, ben, tout à l'heure, nous avons essayé de l'expliquer. Bon, c'est pas très facile. Oui, ça veut dire que, au fond, on peut imaginer le quantum d'énergie, c'est un paquet d'énergie. Ça veut dire, le quantum d'énergie correspond à la loi du tout ou rien. Ça veut dire, où il n'y a rien, où il y a quelque chose. Il n'y a pas de processus à partir duquel les choses, on pourrait les suivre, si vous voulez. Alors, il y a une barrière, justement, qu'on appelle le mur de Planck. Ça veut dire que c'est une barrière à partir de laquelle on ne peut pas mesurer quoi que ce soit, où rien n'existe. Ce sont des valeurs absolues. Pour nous, ce sont des valeurs absolues. C'est-à-dire derrière, au-delà desquelles le temps, l'espace n'existe pas. Et tout d'un coup, on s'aperçoit, parce que si vous allez au CERN, qu'est-ce que vous allez faire comme expérience, hein? Ils ont des accélérateurs énormes, le LHC par exemple. Hein, ils mettent en évidence l'existence des particules, mais ils ne voient jamais ces particules. Ils n'en voient que les effets. Elles surgissent au moment où on les fait rentrer en collision, mais de façon expérimentale, et pourtant ils ne les voient jamais. Hein? Elles surgissent quelque part. La physique quantique est une théorie, si vous voulez, qui rend compte d'un champ d'expérience que la mécanique newtonienne ne peut pas expliquer. Ça veut dire que les lois du monde physique, par exemple, dans le monde physique, on peut calculer à la fois la place et la vitesse dans une voiture. On
preuve, c'est que grâce au radar, on a beaucoup d'amendes. Hein. Bon. Donc il calcule à la fois notre place, notre vitesse. Mais dans le monde quantique, quand on va dans le monde de l'infiniment petit, on ne peut pas calculer à la fois, par exemple, la vitesse et la place d'une particule. Plus vous précisez, disons, la distance à laquelle elle se trouve, moins vous avez d'informations sur sa vitesse, et vice-versa. Donc le monde quantique, il correspond à des lois qu'on ne peut pas comprendre. Est-ce qu'il y a des gens qui ont dépassé le mur de... Le mur de Planck. Donc, alors, et quels sont ces gens? Ce sont les bouddhistes... disons que théoriquement, non, mais ce qu'il faut comprendre théoriquement, c'est que c'est la conscience. C'est la conscience qui, en élevant, disons, ses capacités de fréquentiel, peut émerger, on peut dire, dans le monde matriciel, qui se trouve au-delà, disons, de l'espace et du temps. Il y a des individus, par exemple, qui témoignent de ce qu'ils appellent une illumination, dans lesquels ils relatent, sans pouvoir mettre des mots sur leur expérience, ils ont le fait qu'ils ont eu tout d'un coup conscience d'une totalité, par exemple, dans laquelle ils avaient la connaissance, eh bien, une connaissance à la fois intérieure et extérieure en plusieurs dimensions d'un monde qu'on ne peut pas connaître, disons, dans les 3 dimensions. Et est-ce que ça les a aidés de vivre dans les cieux maintenant? Je veux dire, parce qu'ils sont, après avoir vécu cette expérience, est-ce qu'ils ont reçu une richesse qui leur a permis d'avancer encore plus, puisque vous avez parlé de voies d'évolution, de voies spirituelles? Oui, normalement, bien sûr que oui. Parce que ce sont des individus qui, marqués par cette expérience, vont essayer d'en comprendre le sens, naturellement. Ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir. Parce on peut faire une expérience de façon momentanée, ou on peut la faire de façon continue. Alors il y a des entités, des individus qui ont fait cette expérience de façon momentanée, et il y en a d'autres qui, parce qu'ils pouvaient le faire de façon continue, sont venus enseigner au monde. D'accord, ouais. Voilà, naturellement. Dans votre sujet, comment on explique l'hypnose? Comment on explique l'hypnose? Il y a... Bon, Ce sont des états de conscience modifiés. voilà, ce sont les états de conscience modifiés. Et en général, l'hypnotiseur peut substituer sa conscience à celle de la personne qui l'hypnotise par des procédés extrêmement simples, mais qui sont dangereux. Ils sont dangereux parce que au moment où vous hypnotisez une personne, eh bien, vous faites effondrer une partie de son corps éthérique. Voilà. Donc, c'est jamais, disons, très bien de le faire, quoi. Il y a différents types d'hypnose. Oui, on parle d'hypnose classique. Voilà, il parle de l'hypnose classique et il y a peu d'hypnotiseurs capables d'exercer ce type d'hypnose tellement profonde. Il y en a, hein, mais il y en a peu. Par contre, maintenant, c'est la grande mode de l'hypnose ericksonienne et celle-ci n'a rien à voir avec ce qui vient de vous être dit. Hein. C'est quelque chose de beaucoup plus léger. D'ailleurs, je m'en souviens avoir été témoin d'un collègue qui venait d'apprendre à pratiquer ce type d'hypnose. Et il avait une petite vieille de 86 ans, très pragmatique, et qui se plaignait d'avoir mal. Bref. Et le monsieur, il a dit, voilà madame, je vous fais ici un point rouge et vous fixez les points rouges. Il fixait. Et maintenant, vous avez sommeil. Vous avez sommeil, vous avez sommeil. Et la petite vieille, moi j'étais derrière, je vais vous dire, pliée en deux, jeune assistante, et la petite vieille qui disait, oui, vous avez sommeil, madame. Et après, il disait, mais vous êtes endormie. Et la petite vieille qui disait, mais non, je ne suis pas du tout endormie. Oui, vous êtes endormie. Bon, bref, pour vous dire que c'est pas du tout
l'hypnose qu'on a vu dans les films comme de Sigmund Freud, où vraiment on fait marcher une hystérique qui se croyait paralysée, etc., etc. Ça, c'est autre. J'ai aussi vu ce type d'expérience avec quelqu'un qui avait une phobie aux aiguilles et qui était vraiment hypnotisé. L'hypnotiseur lui a planté une aiguille ici dans le bras. Nous, on regardait ça. Et il lui a dit, tu vas te réveiller et tu ne vas rien sentir. Et il l'a réveillé. Et le jeune homme disait, oui, oui, je me sens bizarre. Bon, évidemment, il décrivait la sensation d'une première expérience. Mais il ne faisait aucun mouvement vers son avant-bras pour voir où il avait toujours l'aiguille plantée. Et à la fin, il disait que c'était bien, que tout va bien. Et à la fin, il lui dit, mais vous avez vu votre avant-bras? Et je m'en souviendrai toujours de la tête de ce jeune homme il le regardait sans y croire. C'était comme s'il regardait un autre bras en disant, mais c'est pas possible, j'ai une aiguille, j'ai pas mal, j'ai pas peur. Je pense que ça a été une expérience très marquante pour lui. Mais ça, c'est très rare. C'est très rare, cette petite hypnose profonde. Mais ça existe, hein, ça existe. L'hypnose ericksonienne, ça consiste en quoi? C'est presque un état sophronique profond, mais... Ça peut induire des états en passant des inhibitions. Oui, un état... Vous connaissez la sophrologie? Bon, nous sommes tous des états modifiés de la conscience, mais sans perdre conscience que vous êtes vous-même et que vous êtes là et que vous êtes en face d'un thérapeute et qu'aujourd'hui on est samedi, etc., etc., qu'il y a encore soufflerie. Vous vous rappelez du tout, mais vous savez, parfois quand on est dans un état un peu de semi-endormissement, c'est pas ça, mais par analogie, hein, un petit peu... Vous voyez le film. Dans le rêve conscient. Ouais. Le rêve conscient. On reste conscient, c'est ça. Non, mais le rêve conscient. Ah, les rêves conscients aussi. Oui, ça c'est aussi très... On a encore le temps pour une ou deux questions, si jamais. Moi, je fais une petite question. Vous avez parlé tout à l'heure du karma. Et y a-t-il un lien direct ou pas entre le karma, si on n'y croit pas, et cette évolution spirituelle, cette transmutation alchimique, là, parce que je Oui. ça va être un tout petit peu après survolé dans ce troisième exposé. Mais évidemment, on ne peut pas approfondir comme il faudrait. Voilà, c'est que je... C'est pas que je vais faire du marketing, mais si jamais dans les petites brochures. D'accord. Non, mais c'est vrai. Parce qu'autrement, j'en aurais pour une heure de plus, et là, je crois qu'on n'aura pas le temps de... Mais il y a un lien, évidemment. Tout est lié.